évidemment largement impacté par l'inflation. L'inflation sera à 7% à la rentrée. Évidemment, cela va impacter les Français. C'est ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Écoutez-le. L'inflation, elle sera à 6-7% en septembre-octobre, quoi. Ce qui est considérable, parce que si vous prenez le revenu médian des Français, le salaire médian des Français, c'est un demi-salaire qui va être impacté. Mais il y a l'impact sur les revenus, mais il y a un impact social évident, parce que ça recrée les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et l'écart de pauvreté, c'est déjà accru pendant la période Covid. Et puis, ça va avoir un impact sur les finances publiques, puisque là, il va y avoir une surenchère sur un premier canevas d'aide. 25 milliards ça d'euros. va être très impactant, quoi. On voit l'angoisse des gens. Et donc, à la rentrée, vous savez, moi, mon anticipation, c'est de dire que les gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points pour moins d'inflation que ça. Il faut se remobiliser contre l'inflation. Quand le Covid est arrivé, tout le monde était endormi, passait son temps à discuter s'il fallait amener des masques. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer pareil, quand même. Donc, l'inflation, c'est un fléau. C'est un impôt qui va toucher tous les Français. Debout contre l'inflation. Voilà pour Michel-Édouard Leclerc, le patron des centres Leclerc. Il y a quelques instants, Bruno Le Maire a dit « Mais non, on est au pic de l'inflation, là, en ce moment-là, Gilles Maintré. » Alors, elle sera de 4 ou de 7% à la rentrée, l'inflation ? C'est très difficile à dire, parce qu'il y a toute une part qui est aussi dans les anticipations des comportements qu'on ne peut pas modéliser. Il y a des sous-jacents à l'inflation, on les connaît. Il y a d'abord la hausse des prix des matières premières, au premier rang desquels, bien sûr, le pétrole, les hydrocarbures, ça, c'est pas parti pour baisser, puisque vous avez vu que l'Union européenne va se passer du charbon russe cet été, puis va se passer de 90% du pétrole russe à la fin de l'année. Il y a aussi des pénuries sur toute une série d'autres produits, des semi-conducteurs, d'un certain nombre d'éléments technologiques. Ça, il n'y a pas de signe, en tout cas, qu'à très court terme, ça se résorbe. Il y a une autre cause très structurelle de l'inflation, c'est évidemment le comportement de consommation qui, après le Covid, était reparti à la hausse. Là, c'est vrai que ça se tasse. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que la consommation a baissé, là, près de 2%. Ça va avoir un fort impact aussi sur la croissance. D'ailleurs, toutes les prévisions de croissance sont à la baisse. Donc, attention, ça, effectivement, c'est un effet déflationniste, mais au détriment de la croissance et de la richesse. Et puis après, il y a toutes les chaînes logistiques qui ont été perturbées par le Covid, notamment vis-à-vis de la Chine. Il n'est pas certain que dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, ça se résorbe. Ça pourrait être le cas. Donc, en fait, on a énormément de points d'interrogation. Moi, je trouve qu'il y a, en fait, dans l'attitude de Bruno Le Maire, une volonté comme on dit, c'est un peu auto-réalisateur, de dire non, mais arrêtez, ne demandez pas. Voilà, et peut-être aussi de ne demander pas trop de hausse de salaire, alors que précisément, il y a des besoins. Ils et qu'il y a des disent aux Français... entreprises d'augmenter les salaires. Oui, Tout est paradoxal. Exactement, c'est paradoxal. Et par ailleurs, les gens, on l'a dit, c'est un impôt sur la richesse des gens, l'inflation. Et il y a, on l'a redit le coup avant, des Français qui sont dans une situation très difficile, et leur dire, vous inquiétez pas, finalement ça va retomber, c'est un petit peu cynique. Jean-Sébastien Ferjou ? Non, mais malgré tout, sur les anticipations d'inflation, il y a des choses qu'on constate d'ores et déjà. Les prix du pétrole baissent, les prix du blé baissent, les prix des containers, du transport maritime, du transport de marchandises sont en train de baisser. Les prix des métaux, le cuivre, l'aluminium, le nickel, tout ça s'est orienté à la baisse. Et les marchés, eux, ce qu'ils anticipent, c'est effectivement une inflation, un pic d'inflation qui est passé. Et comme on le disait, ou comme le disait Gilles Maintré, l'anticipation de l'inflation, elle est pour beaucoup dans la réalisation de l'inflation. Le vrai risque qui nous menace, ça n'est pas tant l'inflation, et encore une fois, je ne le dis pas en ignorant l'impact que ça produit sur les Français qui ont des difficultés de fin de mois. Le risque qui nous menace, c'est celui de la récession, et c'est celui de pénurie d'énergie. Et en plus, nous sommes rentrés dans une logique qui est complètement folle, puisque comme on ne veut pas de signal par les prix, mécaniquement, on va arriver à un rationnement. Ça sera le rationnement qui gérera les marchés de l'énergie vraisemblablement l'hiver prochain. Et là, on a un gouvernement qui, justement, parce qu'il y a cette rhétorique sur le pouvoir d'achat qui n'est pas toujours mesurée, parce que oui, il y a des gens qui sont pauvres dans le pays, mais tous les Français ne sont pas pauvres. Le pouvoir d'achat ne s'est pas effondré sur ces dernières années. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont concernés, la situation ne soit pas difficile pour eux. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les Français soient dans une situation atroce. La France reste un pays, et vous le disiez, on le disait, qui a quand même pas mal d'épargne. Encore une fois, ça ne change pas le destin de ceux qui sont les plus fragilisés. Mais tous ces éléments-là, quand on gère une politique économique, il faut bien les prendre en compte. Et il y a un élément, mais on n'a aucune réflexion structurelle. Regardez le logement, tout le monde le voit, le premier poste de dépense de n'importe quel ménage, c'est le logement. Avez-vous, il n'y avait pas de ministre du logement jusqu'à... Avez-vous entendu la moindre réflexion sur le logement ? Non. Sur la nécessité de construction ? Non, puisqu'en plus, on est tout le temps dans des espèces de réflexions contradictoires où à la fois on sait qu'il faut plus de logements, mais alors il faut aussi des normes invraisemblables environnementales
environnementales, des normes d'urbanisme invraisemblables, faut pas construire en hauteur, faut pas densifier. Enfin, on veut des choses totalement contraires, mais ça produit des effets sur les Français les plus défavorisés. Ça sert à rien de verser des larmes de crocodile sur leur sort quand on crée mécaniquement les causes qui les mettent dans la situation dans laquelle ils sont. Karim Zeribi, un petit mot, et puis on va écouter Bruno Le Maire. J'entends ce qui ressort du diagnostic. Inflation, est-ce qu'on est au pic, est-ce qu'on n'est pas encore au pic? Très bien, Michel-Édouard Leclerc pose un constat, on peut le partager. Aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce sont des propositions concrètes pour des fins de mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est au-delà du projet de loi du gouvernement, c'est ce qui va se passer dans l'hémicycle avec le groupe LR, le groupe RN, la NUPES, et qu'est-ce qui va sortir au final de ce projet de loi qui sera présenté le 18 juillet, rappelons-le, à l'Assemblée nationale, mais qui ne ressortira pas, donc vraisemblablement, tel qu'il est entré à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura des amendements qui seront pris? Ça influera comment sur les fins de mois des Français? Donc, ça, c'est ça qui intéresse les Français. Vous avez vu dans le micro-trottoir, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qu'on a tendu un peu aux Français, qui ne semblaient pas être tous des révolutionnaires, qui disaient quand même que le compte n'y était pas, et que c'était presque un peu du foutage de gueule, pardonnez-moi l'expression, mais des personnes plutôt âgées, qui sortaient du centre commercial. 100 €, c'est quoi? 100 €, c'est un plein aujourd'hui. Or, il n'y a pas que le prix à la pompe qui a augmenté, le prix de l'électricité, le prix du gaz, les matières premières, les produits essentiels quand vous allez au supermarché, tout a augmenté. Donc à un moment donné, on voit bien que ces petits chèques ne suffiront pas. Alors, Thibault de Montbrial. Juste une anecdote sur cette question par le prisme de la sécurité, qui n'est pas forcément celui qu'on attend, mais qui est celui qu'on va avoir, puisqu'évidemment, toute déstabilisation économique induit des problématiques de sécurité. C'est que la gendarmerie en zone rurale est en train de constater l'augmentation d'une pratique qui était totalement inédite jusque-là, en tout cas dans la France contemporaine, c'est des cambriolages pour aller voler de la nourriture. Ce qui est nouveau. Et ce qui est un comportement qui, dans le débat que nous avons là, n'est pas complètement... Et du vol de carburant. N'est pas anodin. Le vol de carburant, mais ça, c'est pas... Piège détaché automobile, les carburants, mais ça, c'est pas nouveau. Mais la nourriture, c'est quand même pas très bon signe. Signe d'État, on est en 2022. On va juste écouter alors Bruno Le Maire, justement sur l'indemnité carburant qui sera délivrée à certains travailleurs, et cela dès le mois d'octobre. On va écouter les précisions. La moitié des travailleurs seront concernés. Ça peut être des salariés, ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance. L'indemnisation sera de 200 € pour les déciles 1, 2 et 3, et de 100 € pour les déciles 4 et 5, puisque cette indemnisation couvrira jusqu'au 5e décile. Nous avons également rajouté une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, il y a cette aide assez conséquente. Gilles Maintré, ça c'est important sur le carburant, en sachant que voilà, il y a la ristourne qui va petit à petit prendre fin, de 18 centimes sur le... Bien sûr, parce qu'on voit bien, tout le monde comprend à la fois. On est tous schizophrènes, mais on comprend bien qu'à la fois il faut baisser les prix à la pompe, mais qu'on ne va pas pouvoir se permettre de payer 800 millions par mois de manière indéfinie. Donc l'idée de cibler cette aide, je crois qu'elle est bien comprise par tout le monde. Donc la cibler sur les plus modestes, ça c'est une chose, mais la cibler sur ceux qui en ont vraiment besoin, parce que dans leur travail, dans leurs conditions de travail, ils utilisent leur véhicule. Voilà, alors bon, Bruno Le Maire là nous a fait une explication qu'il va falloir remettre sur un papier pour comprendre exactement sur les déciles comment on y arrive. Et d'ailleurs, ça a été relevé tout de suite par plusieurs syndicats qui ont dit mais c'est très bien, mais on comprend pas du tout comment ça marche, on comprend pas quel est le montant. Et il faut faire attention. La communication politique, on est dans un moment où il faut pas créer plus d'anxiété qu'il y en a déjà. On est à un niveau d'anxiété qui est extrêmement fort. Et je trouve que là, dans l'annonce, c'est assez maladroit. Vous disiez, Thibault de Montbrial ? Je trouve qu'à ce niveau politique, c'est consternant sur la forme. C'est-à-dire que c'est un message qui est incompréhensible de la part de... C'est incompréhensible par le citoyen. Le décodeur Canal. Mais même intellectuellement. Ça génère tellement d'effets de seuil, tellement... c'est une usine à gaz en calcul, vous imaginez bien. Et tout ce qui relève de l'usine à gaz, il y a des gens qui seront malins et qui arriveront à frauder, il y a des gens qui auraient droit de manière légitime, qui ne l'auront pas. Donc on est dans le délire absolu. Il vaudrait mieux engager une réflexion sur la fiscalité des carburants, sauf que le problème, c'est que si on engage une réflexion sur la fiscalité des carburants, on doit engager en même temps une réflexion sur nos objectifs
objectifs environnementaux. Mais ça, on ne veut pas. Mais en général, comme on ne veut jamais justement aller au bout des logiques des questions qui se posent, on reste dans l'entre-deux. Ça coûte terriblement cher et personne n'est satisfait ni sur l'objectif environnemental ni sur l'objectif pouvoir d'achat. Mais on est encore une fois en plein délire parce que ce qui coûte cher à l'heure actuelle, il faut le rappeler, c'est pas le pétrole, c'est pas la guerre en Ukraine qui génère les responsables d'une partie de l'inflation. Quand on affiche l'interdiction du moteur thermique alors que l'industrie ne sait pas faire, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens qui investissent dans les groupes pétroliers, ils n'investissent plus. Encore moins si vous leur dites que vous êtes dégueulasse, que vous êtes Total ou je sais pas qui, donc vous êtes un salaud, ils investissent plus. Donc qui investit pour avoir des usines de raffinage par exemple? Des gens qui justement, eux, le font que parce qu'ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Et eux, ils en ont rien à fiche. Ils vont vraiment essayer de faire des profits maximum parce que là, ce qui a beaucoup augmenté, ce n'est pas le prix du pétrole. On avait déjà connu dans les années antérieures un pétrole qui était à 100, 110 $ en brut. C'est la marge de raffinage. C'est-à-dire que le pétrole, vous pouvez pas le mettre comme ça dans votre voiture directement depuis un puits saoudien. Donc il faut bien qu'il passe par une usine de raffinage. Et quand la marge, elle était à 5 $ par baril sur les 10 dernières années en moyenne et qu'elle est passée à 50, à 100, à 150, voire à 200 pour le kérosène qu'on met dans les avions, vous imaginez bien. Et pourquoi on en est là? Parce qu'on a cessé d'investir sur nos capacités de raffinage, puisqu'on dit les énergies fossiles, c'est sale. Sauf que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 30 ans, la proportion, c'était 20%, 80%. On en est à la même aujourd'hui. Donc on peut être dans la pensée magique et penser que d'ici 2050, on sera à la neutralité carbone, une espèce de, je sais pas quoi, l'industrie aura total. Puis en même temps, on veut réindustrialiser le pays. On veut réindustrialiser le pays. On dit, oui, parce que l'industrie, ça ne consomme pas d'énergie, comme chacun sait. Mais il y a un moment, il faut sortir de ce délire. C'est de la pensée magique. Ça ne peut pas... Alors, on a un objectif ou on en a un autre. On se montre rationnel dans un sens ou dans l'autre. Mais tout en même temps, encore une fois, quand vous avez plein de cibles, c'est le meilleur moyen de n'en atteindre aucune. Karim Zerebi ? À quel moment on partage le mot solidarité au-delà de ce qu'on attend d'un gouvernement, donc des politiques, et quelque part aussi de l'action que peuvent mener les citoyens? Les grands groupes industriels qui fournissent aujourd'hui l'essence, le gasoil et autres, ils ne peuvent pas faire un effort conséquent. On sait que leurs marges sont colossales, qu'ils font des profits comme ils n'ont jamais fait. On ne peut pas à un moment donné, conjoncturellement... Il y a l'idée d'une taxe sur les super profits. Conjoncturellement, il n'y a pas un effort à demander à ces grands groupes industriels qui s'enrichissent sur la crise. Parce qu'on dit, il y a des Français qui s'appauvrissent. Oui, c'est une vérité. Il y a des Français qui sont dans la pauvreté, qui vont tomber dans la misère. Il y a des classes moyennes qui vont se déclasser et qui vont effectivement s'appauvrir. Très bien. Mais il y a aussi des grands groupes industriels qui s'enrichissent pendant ces crises. Et on les fait pas contribuer, on les associe pas au mot solidarité. Alors, ils ne concernent quoi? Ceux qui s'enrichissent le plus et ceux qui font le plus de profit sur l'énergie sont-ils en France? Comme je vous le disais, l'industrie... Peu importe, on a un problème qui s'appelle le G7 aujourd'hui, le G20. Donc non, parce que le problème n'est pas franco-français. Le problème n'est pas franco-français. Écoutez, le problème n'est pas franco-français. Le problème n'est pas franco-français. Donc pourquoi on met pas ça à la table du G20, du G7, à l'agenda des grandes conférences internationales? On a l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes sur un îlot frappés par la crise et l'inflation. Que je sache, tous les pays sont frappés. C'est pas le moment de revoir le fonctionnement structurellement de l'économie mondiale. C'est le moment. Mais Karim, je suis désolé de vous le dire. Je constate que les pays d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, qui sont très dépendants des importations de matières premières, autant que nous, voire plus, parce qu'ils en ont encore moins. Tous les pays occidentaux sont frappés. Il n'y a pas d'inflation chez eux. Donc peut-être posons-nous aussi des questions sur la manière dont nous gérons nos propres affaires, à commencer par la manière dont on a géré le Covid, avant de commencer à dire que tout a été parfaitement... C'est pas le Covid. Vous savez très bien que c'est pas le Covid. C'est bien beau de tout mettre sur le dos du Covid. Allez regarder le niveau de l'inflation au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan. Encore une fois, ce sont des pays qui n'ont pas une goutte de pétrole. Notre problème est structurel, cher ami. Avant la Covid, avant la crise en Ukraine, nous avions un problème de bas salaire, nous avions un problème de Français qui s'appauvrissaient alors qu'ils travaillaient, qu'ils se levaient le matin. Ça n'est pas la Covid, ça n'est pas la guerre en Ukraine. Tout ça à bon dos. Petite pause, le temps de faire le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1 et c'est Jeanne Cancard.